Chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, chères familles, dans ce contexte particulier, je vous souhaite la bienvenue. Même si la pandémie nous frappe depuis l'hiver dernier, et c'est même récemment aggravé, nous devons nous réjouir d'être ce soir ensemble. Car cette fête des diplômés nous montre que l'université continue de tourner. Vous avez pu terminer vos études ou votre doctorat avec succès, et je vous félicite de tout mon cœur et vous remercie, vous, vos enseignants et vos proches, pour votre résilience et votre solidarité. La fin de vos études est évidemment un aboutissement, mais surtout un point de départ. Les connaissances et la formation que vous avez acquises vont nous permettre de construire l'avenir. Cette crise nous a rappelé, et nous le rappelle encore aujourd'hui, l'importance de la science. La science est en effet essentielle pour la gestion et l'évaluation des crises. Elle est aussi essentielle pour construire notre futur. Bien entendu, nous devons nous assurer de rester optimistes, car cette pandémie connaîtra une fin, et nous sommes là pour construire le monde de demain. Avec nos connaissances et notre science, nous pouvons transformer nos sociétés pour qu'elles deviennent plus sûres, plus égalitaires et plus stables sur le plan environnemental et économique. Que vous ayez étudié la géologie, les sciences de l'environnement, la géographie physique, la géographie humaine, le tourisme, les biogéosciences ou encore la durabilité, vous pouvez comprendre nos sociétés, notre terre et nos environnements, et donc nous faire avancer dans la bonne direction. J'aimerais insister sur ce dernier point, car notre faculté joue, du moins je l'espère, un rôle essentiel autour des questions environnementales et de durabilité, mais aussi offre une compréhension des processus fondamentaux qui régissent l'évolution de notre planète Terre. Alors nous aurons dans ce contexte la chance d'écouter ce soir la professeure Julia Steinberger, qui est fraîchement arrivée dans notre faculté cet été. Les travaux de Julia examinent les interconnexions entre l'utilisation des ressources, telles que l'énergie et les émissions, et la performance sociétale et le bien-être humain. Julia emploie et enseigne des méthodes quantitatives issues de l'écologie industrielle, ainsi que des approches qualitatives et participatives issues de l'économie politique. Son objectif premier est de guider la transformation vers une société décarbonisée. Après une formation en physique aux États-Unis à Brown University et au MIT, la professeure Steinberger est revenue en Europe et a décidé de se pencher sur les conséquences environnementales des activités socio-économiques. Elle a ensuite poursuivi sa carrière en écologie industrielle aux universités de Lausanne, donc chez nous, et de Zurich également, avant de rejoindre l'Institut d'écologie sociale à Vienne en Autriche. En 2011, elle devient professeure à l'Université de Leeds au Royaume-Uni. À l'heure actuelle, Julia est professeure chez nous et est auteure principale du 3e groupe de travail du GIEC. Elle a publié de nombreux articles consacrés à la durabilité et au changement climatique et supervisé plus de 15 doctorants. Et donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir l'écouter ce soir. Avant de lui donner la parole, je vous informe déjà que sa présentation sera suivie d'un film des alumni. Restons en contact car nous souhaitons savoir votre parcours futur et Alumnil nous le permet. Ensuite, nous citerons les diplômés de master, les docteurs ainsi que les prix accordés. Finalement, je vous informe que nous espérons rendre cette fête virtuelle la plus interactive possible, notamment avec un chat qui va nous permettre de réagir, vous permettre de réagir à tout moment et de poser des questions à la professeure Steinberger. Sur ce, je vous souhaite une excellente cérémonie. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie de ce grand jour, de cette fête des diplômés un peu inhabituelle et virtuelle avec vous, les diplômés et vos familles. On m'a invité à faire une présentation et je vais vous présenter un petit peu mon sujet de recherche. Je vais essayer de le faire de façon ludique, bien que nous traitons de sujets qui sont un peu graves, un peu sérieux et que nous sommes aussi dans une situation un peu sérieuse. Mais je me suis dit, on va faire ça d'une manière plutôt drôlette. Alors j'espère que vous n'allez pas être offusqués de cette drôlerie, mais plutôt la prendre d'un bon côté. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu de comment nous allons approcher la question. On va faire un petit voyage, un grand voyage dans le temps planétaire, parler un petit peu de ce que ça signifie de vivre bien. Ensuite, la question, est-ce que c'est possible de vivre bien à la limite des planeurs est-ce que c'est possible de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires? Et je vais vous y apporter 2 réponses, parce que les scientifiques, nous sommes un petit peu comme ça. Quels sont un petit peu les obstacles à franchir? Et pour conclure, vous allez dans votre avenir, et nous allons tous dans un avenir incertain. Et donc, quelles sont les pistes de réflexion
pour nous tous. Un objectif Terre, c'est-à-dire que nous passons beaucoup de temps à regarder l'espace, mais peut-être que nous avons des fois besoin de nous observer nous-mêmes. Alors j'ai invité un extraterrestre curieux pour guide, et il va nous poser certaines questions auxquelles nous chercherons à répondre. Et nous avons aussi une machine à remonter dans le temps, aussi dessinée par mon fils Jacob, et qui fonctionne d'une manière très très scientifique, en tournant sur elle-même. Voilà, une machine à remonter le temps. Et donc, avec notre extraterrestre et notre machine à remonter le temps, allons-y. Un extraterrestre ne sait pas grand-chose de nous, mais on sait toujours que l'énergie est importante pour toute forme de vie. Donc, une première question à se poser, c'est quelle est l'énergie qu'utilisent les terriens? Et là, il faut remonter le temps à environ 200 ans pour comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, nous remontons le temps à environ 1850. Et vers 1850, quelque chose de très important se passe. Donc, vers 1800, déjà, les terriens commencent à manquer de bois au Royaume-Uni. Mais ils trouvent du bois fossilisé, c'est-à-dire du charbon sous le sol. L'ère industrielle commence. Ce qu'on voit avec l'ère industrielle, c'est qu'on voit la quantité d'énergie utilisée, qui est le bois ou la biomasse, continue jusqu'à notre ère actuelle. Donc là, c'est un graphique qui montre la consommation d'énergie globale. On n'a jamais cessé d'utiliser le bois ou la biomasse, mais s'y sont ajoutés progressivement le charbon, le pétrole, le gaz et ensuite les énergies hydrauliques et renouvelables et nucléaires. Mais nous sommes vraiment dans une situation d'accumulation des sources d'énergie et en particulier, depuis 1980 déjà, environ 80% ou plus de l'énergie globale que nous utilisons est fossile. Alors, on peut se permettre de poser une autre question. Que représentent 2 siècles de brûler des énergies fossiles dans l'histoire des terriens? Et pour ça, il faut remonter dans le temps beaucoup plus loin. Et nous sommes environ maintenant à 20 000 ans avant Jésus-Christ, donc 22 000 années avant notre ère actuelle. Je vais juste vous faire un petit aperçu très simple de l'histoire du climat et de la civilisation terrienne. Donc sur ce graphique, nous partons de 20 000 années en arrière et nous sortons, sur ce graphique qui montre la température dans le temps, nous sortons de la dernière ère glaciaire. Et quand on arrive dans cette espèce de petite bande jaune, nous arrivons dans la bande de température qui est très étroite en fait de l'Holocène, qui est l'ère dont nous venons de sortir à cause du réchauffement climatique. Et à l'intérieur de cette petite bande de température, à l'intérieur de ces dernières 12 000 années depuis la dernière ère glaciaire, nous avons tout ce qu'on peut appeler civilisation humaine. Le développement de l'agriculture, le développement des villes, de l'écriture, tout ce que nous appelons civilisation s'est passé pendant ces toutes petites 12 000 années et dans une toute petite bande de température de l'Holocène. Et que faisons-nous maintenant? Nous sommes en train de réchauffer notre climat à cause des gaz à effet de serre, en particulier issus des énergies fossiles, et nous nous lançons dans un avenir très incertain, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans des bandes de température que les humains n'ont pas connues, et nous allons dans un avenir beaucoup plus dangereux, ou peut-être un peu moins dangereux, selon les choix que nous faisons maintenant. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Si nous baissons nos émissions jusqu'à 0 et très bientôt, ou si nous continuons à les laisser s'accroître, ou même à continuer à leur niveau actuel, ce qui est plutôt la tendance. Donc nous sommes vraiment dans une situation très dangereuse et précaire. C'est effrayant. Si un extraterrestre nous regardait, il nous dirait que c'est très effrayant, et c'est aussi ce que nous disent les scientifiques. Est-ce que nous pouvons constater ce réchauffement autour de nous actuellement? Alors, pour ça, il faut revenir à l'ère présente. Et si on vient, c'était pas très loin dans le passé, à l'année 2018, donc il y a 2 ans, on a vraiment vu plusieurs phénomènes s'entrecroiser. Donc, en juillet 2018, on a battu tous les records du monde de chaleur environ partout sur Terre. Avec très peu d'exceptions. Et on a vu les conséquences avec les incendies, les ouragans, les impacts de ce genre de réchauffement, les vagues de chaleur mortelles, les sécheresses, etc. Et on a eu la confirmation très claire avec le rapport spécial du GIEC, du groupement international des experts sur le climat, dont je fais partie, pas pour ce rapport-là, mais pour le prochain. Nous sommes déjà sortis de l'Holocène. Et donc l'Holocène sur ce graphique est la bande de température rose. Et nous voyons clairement que nous en sommes sortis et que nous sommes en train d'en sortir d'une façon très rapide.
et que nous sommes vraiment lancés dans un avenir que nos ancêtres lointains n'ont pas connu, et certainement que la civilisation humaine et les conditions qui ont permis nos civilisations et notre agriculture n'ont pas connu. En plus, parce que les catastrophes n'arrivent jamais toutes seules, le climat n'est qu'une des limites planétaires que nous franchissons actuellement. Nous avons aussi des graves dommages sur la biodiversité. Nous sommes en train d'influencer les cycles d'azote et de phosphore. Et selon les scientifiques qui étudient ces questions, transgresser une ou plus de ces limites planétaires peut ou va mener à des changements catastrophiques à des niveaux de continents entiers et au niveau de la planète. Donc nous sommes vraiment dans une situation critique. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous cherchons de faire sur cette planète. Vivre bien. On peut se poser la question, un extraterrestre pourrait se poser la question, il faut vraiment que je vous comprenne mieux, il faut vraiment comprendre ce que nous représentons, ce que nous cherchons de faire ici. Donc, que signifie une bonne vie pour les terriens? Et si on pose la question à des académiques, ce qu'on peut se permettre de faire dans un cadre d'une université, on reçoit des réponses différentes selon la discipline. Alors, par exemple, pour la psychologie, le bien-être, c'est ce que nous pensons, notre fonctionnement mental. Pour quelqu'un dans la sociologie, ce serait notre environnement social. Et pour quelqu'un qui est un ou une économiste, ce serait par exemple notre pouvoir d'achat. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si on demande à des académiques de nous décrire le bien-être, en fait, ils vont nous décrire leur discipline et le fait qu'ils pensent que leur discipline est très importante et que c'est leur façon de voir le monde. Mais ça ne nous dit pas exactement peut-être ce qu'on aimerait vraiment savoir. Donc notre extraterrestre a le droit de se poser la question, est-ce que quelqu'un d'autre s'est déjà posé cette question? Est-ce qu'on peut y réfléchir autrement? Et pour ça, on aura de nouveau besoin de notre machine à remonter le temps pour aller en Grèce antique, il y a environ 2400 années. Et en Grèce, on va arriver à 350 avant Jésus-Christ. Alors, il y a deux camps. Et pour comprendre ces deux camps, il faut comprendre qu'il y avait Aristote qui a commencé à se poser beaucoup de questions et à y répondre de façon très intéressante. Pour lui, le bien-être signifie vivre aussi pleinement que possible, et il s'agit d'un épanouissement individuel, mais un épanouissement au sein d'une société. C'est un épanouissement social. Par contre, Épicure, qui arrive seulement 50 ans après, pour lui, le bien-être signifie le maximum d'émotions positives et le minimum d'émotions négatives possibles. Et donc ça, c'est vraiment une perspective de bonheur individuel. Et si on revient à notre ère actuelle, les deux camps persistent à ce jour. Et il faut un petit peu choisir son équipe. C'est-à-dire, soit on a une perception d'Aristote, soit une perception d'Épicure. Et qu'est-ce que ça représente ? Si on fait partie de l'équipe d'Épicure, on aura une perspective d'un bien-être qui est un bonheur individuel, qui se rattache par exemple au Happiness Indicator, qui est collectionné par certains à l'intérieur, par exemple de l'ONU. Il y a un rapport sur le Global Happiness Report. Ça a à voir avec la perspective d'utilité dans l'économie néoclassique, qu'il faut maximiser son utilité. La croissance économique va très très bien avec ce genre de perspective, parce qu'on interprète la croissance économique comme plus de richesse, donc plus de consommation, donc plus d'émotions positives pour chaque individu concerné. Donc ça, c'est la perspective Épicure qui est vraiment la perspective dominante dans nos sociétés actuelles. Et si on est dans l'autre équipe, dans l'équipe d'Aristote, on aura une perspective complètement différente. On aura une perspective d'un bien-être qui est un épanouissement à l'intérieur d'une société, donc une perspective sociale, qui se rapproche beaucoup plus de l'index du développement humain ou des objectifs de développement humain de l'ONU, et qui voit non une croissance, mais une perspective de développement, c'est-à-dire qu'il faut un soutien au potentiel humain à l'intérieur des sociétés. Donc ce sont vraiment deux perspectives très différentes. Et moi et mon équipe, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, il a fallu qu'on se positionne. Et alors, nous sommes des nouvelles recrues de l'équipe d'Aristote. Et si vous voulez, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais si vous voulez regarder ces papiers, on a essayé d'expliquer aussi simplement que possible comment on y réfléchissait. Alors, pour vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce qu'on y arrive? Donc on va retourner au présent. Et
En 2017, il s'est passé quelque chose d'assez important pour nous. Kate Raworth a écrit son livre qui a depuis été traduit en français, La théorie du donut. Et la question du donut, c'est justement cette question de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, c'est un double défi. C'est-à-dire qu'on a un plafond écologique à l'extérieur du donut. Et il ne faut pas tomber à l'extérieur parce que justement on va avoir des catastrophes au niveau planétaire. Mais en même temps, on a le trou à l'intérieur du donut où il ne faut pas tomber non plus parce que ça, c'est un trou de déficience, de pauvreté. Ça veut dire que le plancher social ou les seuils sociaux ne sont pas acquis et qu'on va avoir des impacts sur notre bien-être par rapport à une déficience matérielle ou psychique. Donc, l'idée, c'est qu'on reste dans cet espace sucré, juste délicieux, du donut lui-même, qui est l'espace juste et sûr pour l'humanité. Et nous, ça nous a beaucoup intéressé, cette perspective justement d'une économie et d'une vision d'une société alternative. Et on a décidé d'étudier le système actuel international pour savoir si on trouvait des pays qui se situaient justement à l'intérieur de ce donut. Alors, on a regardé des indicateurs nationaux. Les indicateurs sociaux sont bleus et s'ils arrivent, donc ce sont les indicateurs qui arrivent jusqu'au cercle bleu à l'intérieur. Si on y arrive, s'il n'y a pas de blanc, c'est bon. Donc pour la Suisse, on n'a pas tous les indicateurs, mais pour ceux qu'on a, tout va bien. Par contre, pour les limites écologiques, pour les limites planétaires, on voit que la Suisse en enfreint 6 sur 7 que nous arrivions à mesurer. Donc, au niveau social, la Suisse se situe très bien. Au niveau écologique ou planétaire, c'est la catastrophe. Si on regarde d'autres pays, les autres pays peuvent être très différents. Donc là, on a un exemple du Sri Lanka. Le Sri Lanka n'enfreint aucune limite planétaire, ce qui a aussi à voir avec la pauvreté. Par contre, au niveau social, il atteint 3 niveaux seuils sociaux. D'autres sont assez proches et d'autres sont en déficience complète. Et si on regarde tous les pays qu'on a pu observer, on les a situés sur ce graphique en regardant horizontalement combien de limites planétaires étaient transgressées et au niveau vertical combien de seuils sociaux étaient acquis. Et par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que le Sri Lanka en fait, arrive assez bien, c'est-à-dire qu'il n'a aucune limite planétaire dépassée, mais quand même certains seuils sociaux acquis, et qui représentent, il y a des pays autour de lui dans son cas de figure. Si on regarde où se situerait environ la Suisse, c'est aussi un quartier assez habité. Le quartier où nous voudrions vivre, où nous voudrions être sur ce graphique, c'est un quartier très, très, très déserté. Personne actuellement, aucun pays actuellement n'arrive à atteindre tous ou même la plupart des seuils sociaux en n'enfreignant aucune limite planétaire. Et par contre, le pire du pire, c'est-à-dire transgresser les limites planétaires et avoir très peu d'acquis sociaux, c'est tout à fait possible. Par exemple, on voit certains pays qui sont dans ce cas de figure-là. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive, depuis la situation où nous sommes actuellement internationalement, jusqu'à une vie décente, jusqu'à ce donut, jusqu'à préserver nos acquis sociaux ou les atteindre sans détruire nos chances de vie à venir. Et donc, on s'est posé la question et on peut y répondre. Vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ? Non. Pas dans la réalité internationale actuelle. Et c'est un peu déprimant. Alors, on s'est posé la question de est-ce qu'on pouvait imaginer et modéliser un avenir différent. On le fait basé sur la théorie de Decent Living Energy du professeur Narasimha Rao, un de nos collègues de Yale University. Et cette théorie fait le lien entre les besoins humains et des niveaux minimaux de services énergétiques, et je vais en parler dans le slide suivant. Mais notre modèle est global, il prend en compte les avancées technologiques, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en œuvre partout sur le monde de l'efficacité technologique maximum, une distribution égale et une décroissance de la demande énergétique. Alors, ces services énergétiques suffisants pour tous, ça correspond à quoi environ? Alors, là, j'en ai représenté quelques-uns, il y en a d'autres, mais juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est une nutrition saine, mais pas exagérée, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en surpoids avec ça.
Et puis là, je vous montre aussi les indications de variation, c'est-à-dire qu'on a aussi implémenté une variation, par exemple, par rapport à la démographie. Selon l'âge des personnes, on a besoin de plus ou de moins de nourriture, donc ça, on l'a mis dans le modèle. Un habitat qui est à 20 degrés, donc c'est-à-dire confort thermique, toute l'année, quelle que soit notre zone d'habitation sur la planète, de 15 mètres carrés environ par personne, selon la taille de la famille. Et là, on a une variation démographique, selon si on est en milieu rural, on a plus de place, ou urbain, moins. Pas moins, mais au moins ça. Et climatique, c'est-à-dire qu'on a considéré la demande énergétique selon la zone climat et même mis en place le réchauffement climatique, c'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, on aura beaucoup plus besoin de refroidissement. L'eau propre, 50 litres par jour, donc, dont 20 chauffés par personne. Communication, tout le monde aura un téléphone avec Internet, on aura un ordinateur par ménage. Mobilité, 5 000 à 15 000 km par personne par année. Et là, on a une différence entre les milieux urbains et ruraux. On s'est dit qu'en milieu rural, on avait plus besoin de mobilité. La santé, 8 lits d'hôpital par millier de personnes. Et l'infrastructure que ça demande. Et l'éducation, on a dit que toutes les personnes de 5 à 19 ans étaient à l'école. Voilà, c'est une approximation. Et là, on a mis en place une différence démographique. Et on a compté toute l'infrastructure et l'énergie grise associée à chaque service, c'est-à-dire mobilité, aussi les routes, etc., pas seulement les véhicules. Et on met ça, donc, pas plus, pas moins pour chaque personne sur Terre. Et le résultat de ce modèle, on l'a comparé à d'autres modèles. Donc, par exemple, là, on le compare, l'énergie totale qui serait l'énergie finale totale demandée sur Terre. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on est actuellement dans une situation de croissance. Les scénarios de l'IEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie, son scénario référence continue cette croissance. Il a un scénario qui l'amène à 2 degrés, on stabilise, on va dire, la consommation énergétique, et un scénario qui nous apporterait à moins de 2 degrés, où on a une petite décroissance. Un résultat préliminaire d'Arnold Krubler qui a montré qu'on pouvait baisser la demande énergétique à environ 2050 hexajoules en 2050, et le nôtre, qui est axé sur la suffisance énergétique pour tous, va encore plus bas. C'est-à-dire qu'on arrive à modéliser une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050, qui correspond à 40% de notre consommation actuelle, malgré la croissance démographique. Donc je pense qu'on a vraiment des alternatives intéressantes qui s'offrent à nous. Et donc, si on pense à cette question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? On a une autre réponse, oui, qu'on peut modéliser, mais cette modélisation correspond à une transformation complète, vraiment axée sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. C'est-à-dire que c'est vraiment un avenir high-tech, mais c'est un avenir où les hautes technologies nous permettent de consommer moins, et pas plus. C'est magnifique, mais si c'est possible, quels seraient les obstacles que nous devons surmonter? Et là, juste pour information, l'obstacle, ce n'est pas le pauvre tronc d'arbre qui est que la voiture essaye d'achever, mais c'est plutôt la voiture elle-même, juste pour information. Et la réponse, les obstacles, d'après moi et d'après nos recherches, les obstacles les plus importants sont en fait nos systèmes économiques et politiques qui sont basés et qui dépendent du profit à tout prix. Et on a essayé de l'illustrer avec une étude où nous regardons comment s'est créée l'économie politique de la dépendance automobile. Nous avons choisi une approche qualitative qui s'appelle de système d'approvisionnement, et c'est aussi une approche historique pour comprendre comment ça s'est développé dans le temps. Et ce qu'on a vraiment compris, c'est que la dépendance automobile ne peut que se comprendre si on regarde le développement de l'industrie automobile, son importance économique et surtout politique, l'industrie des routes et des parkings et des infrastructures routières qui en fait prennent des ministères pour eux, ils ont des budgets pour eux, ils sont vraiment à l'intérieur du secteur public et ils se positionnent comme très apolitiques malgré le fait qu'ils sont en fait un lobby. La planification urbaine qui impose des places de parking, qui impose un certain mode de vie très dépendant de la voiture, qui nouveau devient codifié dans notre façon de vivre. L'abandon délibéré des transports publics qu'on voit par exemple beaucoup aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres parties du monde, et la culture de la voiture qui nous apporte à nous considérer comme des automobilistes plutôt que comme des citoyens.
dans beaucoup de façons de considérer notre vie différents. Et en fait, on a fait une espèce d'anatomie du verrouillement carbone. Je ne vais pas vous lire tout ce tableau, vous pouvez le regarder si vous voulez. La publication, elle est accessible pour tous depuis Internet. Je vais juste vous montrer un petit peu comment on a résumé la situation en agrossissant juste un petit carré de ce tableau. Et on a essayé de considérer par exemple l'influence d'un de ces secteurs sur l'autre. Alors par exemple, l'influence de l'infrastructure routière sur l'industrie automobile est très synergétique parce que par exemple, chaque fois qu'on a une infrastructure routière de plus, on donne plus de place, plus de valeur à la voiture. Et on donne plus de place à la voiture, c'est-à-dire qu'on donne de la capacité pour que la société puisse avoir un taux de motorisation encore plus grand. L'industrie automobile soutient beaucoup le lobby routier et fait en sorte qu'on demande toujours plus d'infrastructures pour les routes, pour les autoroutes, pour les parkings, etc. Ce que nous voyons dans nos villes, ce que nous voyons tout autour de nous. Et même avec la relance Covid, on a remarqué que c'était une relance beaucoup plus fossile que verte dans beaucoup de pays. Et c'est à cause de ces lobbies qui sont sur place et qui se présentent comme des solutions apolitiques à tout problème de société, alors qu'en fait, ils nous amènent dans des problèmes beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, ce qu'il faut aussi comprendre entre l'industrie automobile et le Covid, c'est que la pollution atmosphérique due aux voitures est un facteur aggravant pour la santé. Donc, on a remarqué que dans les quartiers qui sont pollués, le taux de mortalité est souvent plus élevé à cause de ces deux influences qui viennent ensemble. Je vous ai fait un espèce de tour d'horizon, de différentes idées, de différentes façons de considérer le monde. Nous arrivons tous dans un avenir incertain et vous êtes au début d'une carrière, au début de vos activités. Donc vous avez beaucoup de liberté et beaucoup d'inquiétudes qui viennent sur vous en ce moment. Nous sommes dans une situation qui n'a aucun précédent par rapport à l'histoire de nos cultures, de nos sociétés, de nos civilisations, mais même une situation qui n'a aucun précédent dans l'histoire de notre espèce, voire l'histoire de notre planète. Nous avons donc besoin tous de nous engager, de réfléchir à comment le faire chacun de son côté, mais je pense qu'il n'est pas possible de ne pas s'engager justement à faire partie d'une transformation positive et qu'il nous reste donc énormément de travail à faire. Donc j'espère que ce soit une situation d'emploi ou une situation d'engagement civique, nous avons tous notre rôle à jouer, et quel que soit notre âge et quel que soit notre diplôme en fait. Et je voulais juste vous apporter un encouragement à faire partie de cette transformation positive et nécessaire, et avec juste quelques petites pistes de réflexion qui restent. Si on veut avoir cet objectif Terre, un objectif d'une Terre où nous pouvons habiter, et la biodiversité, les autres espèces peuvent aussi habiter, et qu'il y ait un espace où les générations futures ont une chance, il faut vraiment que nous utilisions nos talents et nos connaissances et nos pouvoirs, que nous avons beaucoup ici en Suisse, pour réussir cette transformation vers une société qui privilégie le bien-être humain à l'intérieur des limites planétaires. Je pense que nous n'avons pas le choix. Mais ce n'est pas un travail très confortable. Comme vous avez pu le constater, moi j'ai dû traverser des disciplines, aller à la Grèce antique, aller dans l'histoire terrestre, l'ingénierie énergétique. Donc il faut se donner la permission d'apprendre continuellement, de traverser les disciplines, d'aborder de nouveaux domaines de connaissances. Ça nous donne une certaine incertitude dans ce qu'on fait, mais il faut avancer quand même. C'est clair qu'on rentre aussi dans des débats qui sont très politisés, avec des industries très, très puissantes qui se donnent le droit de faire du déni climatique, de faire de la publicité mensongère, d'attaquer les scientifiques. Par contre, nous qui sommes universitaires, nous avons la nécessité de communiquer notre savoir et de le communiquer dans ce contexte politisé. Ça donne un certain inconfort, c'est aussi quelque chose qu'il faut vivre avec, il faut simplement y faire face. Voilà. Et je voulais juste vous laisser sur une parole de Sydney Azari, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui dit, voilà, nous sommes nés juste à temps pour être révolutionnaires. Et j'espère que vous allez considérer votre avenir en tant que révolutionnaire, en tant que personne vous êtes des acteurs de ce présent et de cet avenir, et non pas des spectateurs.
Merci beaucoup. Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne? Alors rejoignez le réseau Alumnil. Il vous permet de revoir vos camarades d'études et de constituer un réseau personnel et professionnel. Je crois que le réseautage, les rencontres en général, sont les meilleurs déclencheurs de nouvelles opportunités. Ce que j'apprécie, c'est de revenir à l'Université de Lausanne, pouvoir participer à plein d'événements. Quand on est à l'université, en fait, on se dit on se réjouit d'en sortir. Et puis après, il y a toujours l'effet un peu nostalgie. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les événements qui ont marqué nos vies d'étudiants. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emploi. Les événements sont très orientés, en fait, échange, partage. Mais c'est chaque fois très varié, très pertinent, très intéressant. C'est l'occasion de savoir ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Avec le prix Nobel Jacques Dubochet qui était là aussi, toute cette émulation de savoir, de connaissances. Il y a de la soirée annuelle où c'est l'occasion de revoir vraiment énormément de gens. D'être en fait en contact avec des personnes qui ont terminé il y a 2 mois comme il y a 30 ans. Puis de partager, de beaucoup rigoler. On est accueillis vraiment comme des VIP et traités comme des VIP dans ce réseau. En plus de tout ce qu'on peut y apprendre, en plus des visites, des conférences. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés et sur demande pour les plus anciens. Vous bénéficiez d'un profil personnel sur le portail web privé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous sert par exemple à réseauter et à accéder à des offres d'emploi sélectionnées pour vous. Ça permet de créer des liens professionnels. Il est intéressant de voir comment les jeunes diplômés d'aujourd'hui travaillent, étudient. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours sont très variés. On peut avoir par exemple 5 carrières en une vie. Donc le réseau Alumni, c'est de s'enrichir du parcours des autres. Et si vous partez à l'étranger, le réseau Alumnil peut vous mettre en contact avec une centaine de personnes relais dans plus de 80 villes à travers le monde. Pour moi, ça reste un réseau international, mondial, et c'est une force pour l'Université de Lausanne. Appartenir au réseau Alumnil, c'est la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Si je devais résumer le réseau Alumni en un seul mot, ce serait s'enrichir. Partage de connaissances. Réseautage. Gardez le souvenir de vos études. Pour moi, c'est la rencontre. Bonsoir à tous. Mon nom est Sébastien Pilet et je suis actuellement vice-doyen aux affaires académiques. Et j'ai le plaisir d'annoncer le nom de tous nos nouveaux gradués liés à nos 6 masters associés à la Faculté des géosciences et de l'environnement. Nous allons commencer par la maîtrise universitaire en fondement et pratique de la durabilité. J'ai le plaisir d'annoncer que Madame Myriam Alamand a obtenu son titre de master, de même que Monsieur Quentin Arnaud, Madame Marie Bourdin, Madame Johanna Di Marco, Madame Noémie Droux, Madame Charlotte Durgna, Madame Marie Etsch, Monsieur Aurélien Fuchs, Monsieur Benjamin Gardet, Monsieur Darius Gavami, Madame Diane Gaulet, Monsieur Julien Pope, Madame Lauriane Perriard, Madame Daphné Rowe, Monsieur Nicolas Vessier, Monsieur Mathias Vidal, Monsieur Nicolas Voss et Monsieur François Herly. Nous allons passer maintenant à la maîtrise universitaire en études du tourisme avec Madame Lisa Egler, Madame Laure Imboden, Monsieur Guillaume Holsemer, Madame Laetitia Robiani, Monsieur Clément Scheller. Maintenant, nous passons à la maîtrise universitaire en sciences en géographie. Ce master ayant 4 orientations, nous allons énumérer les gradués suivant leur spécialisation. Commençons par la spécialisation en analyse spatiale et systèmes complexes. Monsieur Romain Loup, Monsieur Nicolas Monachon. Nous poursuivons par la spécialisation en développement et environnement. Madame Alissa Autenried, Monsieur Nicolas Palladino, Monsieur Lucien Rudliger, Monsieur David Sheldon, Madame Océane Stiasny et Madame
Tabea Waffler. Maintenant, la spécialisation en géomorphologie et aménagement des régions de montagne. Monsieur Anthony Bard. Madame Camille Comisso. Monsieur Thierry Demière. Madame Nelia Franchina. Monsieur Théo Gaillet. Monsieur Gilles Guébard. Monsieur Lucien Goldenschuh. Monsieur Lénard Hilsberg. Madame Alexandra Pugin. Monsieur Clovis Richard. Madame Nicoletta Trabuchy. Et pour terminer, la spécialisation en urbanisme durable et aménagement des territoires. Monsieur Elie Handler. Madame Colline Bovet. Monsieur Gaëtan Buscaglia. Monsieur Laurent Cotting. Monsieur Stefano Crocci. Monsieur Mike Federmeyer. Monsieur Antoine Folk. Madame Audrey Gagnon. Madame Floriane Gargasson. Monsieur Nathan Houssin. Monsieur Tim Kaufmann. Madame Katia Mafli. Madame Maeva Neyer. Madame Johanna Rivo Pereira. Monsieur Damiano Petrali. Monsieur Yannick Piton. Monsieur Valentin Rossel. Madame Romaine Rossier. Monsieur Vladimir Salina. Madame Ligaya Sophie Scheidegger. Monsieur Roger Schmitt. Et Madame Léa Vidal-Gisler. Passons maintenant à la maîtrise universitaire et sciences en géosciences de l'environnement avec Monsieur David Collet, Monsieur Mathieu Fallet, Monsieur Romain Fischbacher, Madame Rim Gali, Monsieur Arne Juggens, Monsieur Luca Passera, Madame Kim Romaillet, Madame Marcela Bustillo-Sanchez. La maîtrise universitaire et sciences en biogéosciences est commune entre l'Université de Lausanne et de Neuchâtel. A obtenu son master Madame Elsa Bernauer, Monsieur Jacques-Léonard de Lalande, Madame Camille Donzé, Monsieur Xavier Duplat, Madame Anaïs Fayol, Monsieur Arnaud Gugisberg, Monsieur Samuel Eppner, Monsieur Casimir Rueg, Madame Cynthia Siegenthaler, Madame Olivia Steinmann, Madame Valentine Thurberg, Monsieur Heinrich Vermeulen. Voici maintenant un de nos derniers gradués concernant la maîtrise universitaire et sciences en géologie des universités de Genève et de Lausanne. Il s'agit de Monsieur Baptiste Egler. En effet, l'intitulé de ce master a changé et est maintenant maîtrise universitaire et sciences en sciences de la Terre des universités de Genève et Lausanne. A obtenu son master Monsieur Jean-Paul Bergwing, Monsieur Clément Gaspeau, Monsieur Jan Mittenberger, Monsieur Alexandre Moreau, Madame Julia Murgia, Monsieur Loïc Pérez, Madame Fanny Vunier et Monsieur Damien Zappa. Et je félicite encore tous nos nouveaux diplômés. A obtenu un doctorat en études du tourisme. Seraina Hurleman, sous la direction de Christophe Cliva et co-direction de Jenny Chiu, avec une thèse intitulée Co-Producing Tourist Places in Lashihai, Yunnan, China, an ethnographic study on representations of ethnicity and identity, ont obtenu un doctorat en géographie. Miali Zana Andriamefazaf, sous la direction de moi-même Christian Koll, avec une thèse intitulée The Politics of Sustaining Tuna, Fisheries and Livelihoods in the Western Indian Ocean, a Marine Political Ecology Perspective. Daniel Bela, sous la direction de Patrick Rera, avec une thèse intitulée Living in a Car-Free Housing Development, Motivations and Mobility Practices of Residents in 9 Developments in Switzerland and Germany. Adeline Cherki, sous la direction de Florent Jurin,
avec une thèse intitulée « La gouvernance des projets éoliennes en Suisse occidentale. Analyse comparée de 4 controverses territoriales ». Mose Cometa, sous la direction de Mathis Stock, avec une thèse intitulée Una lettura post-marxista delle tensioni identitarie contemporanee, la transizione urbana ticinese. Valérian Geffroy, sous la direction aussi de Mathis Stock, avec une thèse intitulée Des spatialités qui engagent et qui lient, le tourisme sportif de nature et ses communautés de pratique. Elisa Giacone, sous la codirection de Christophe Lambiel et Grégoire Marietto, avec une thèse intitulée Geomorphological Characteristics as Predictors for Vegetation Models in Alpine Environments. Flore Lafay de Michaud, sous la direction de moi-même Christian Coll, avec une thèse intitulée Political Ecology of a Sacred River, Hydro-Social Cycle and Governance of the Ganges, India. Cyril Mumentala, sous la direction de Joël Salomon-Cavin, avec une thèse intitulée L'invention de l'agri-urbain en Suisse, agriculture et aménagement du territoire à l'épreuve de l'agriculture urbaine. Les cas de Genève, Zurich et Lausanne. Jérémy Sanchez, sous la direction de René Véran, avec une thèse intitulée Beneath the Latrines of Mandalay, Sanitation Government and Urban Political Ecological Change in Myanmar. Hélène Weber, sous la direction de moi-même Christian Coll, avec une thèse intitulée Instaurer l'élevage ovin en Suisse avec ou sans moutons. Ont obtenu un doctorat en sciences de l'environnement. Mathieu Calam, sous la direction de Dominique Bourg, avec une thèse intitulée Le paysan, le prince et le prêtre. Alimentation, pouvoir et cosmologie de la révolution néolithique à la révolution écologique. Joël Mastelik, également sous la direction de Dominique Bourg, avec une thèse intitulée Stakeholders Engagement in the Co-Design of Energy Conservation Interventions, the Case of the Energy Living Lab. Gwenaël Ramelet, sous la direction de Jean Rueg, avec une thèse intitulée Le projet de protection de la nature aux défis de la ville, perspectives et implications des solutions proposées par le WWF, l'UICN et le programme MAB de l'UNESCO. Michael Rowley, sous la codirection de Stéphanie Grand et Eric Verrecchia, avec une thèse intitulée Investigating Calcium-Mediated Stabilization of Soil Organic Carbon at the Non Valley Alpage, Vaude-Alpes, Switzerland. Monica Serlavos, sous la direction de Sophie Soiton, avec une thèse intitulée L'énergie citoyenne, levier pour une société autonome et durable, l'exemple d'une transition énergétique et des imaginaires en Suisse romande. Philippe Zommand, sous la direction de Basil Davis et Grégoire Marietto, avec une thèse intitulée Software and Numerical Tools for Paleoclimate Analysis. Nathanael Wallenhorst, sous la direction de Christian Hansberger, avec une thèse intitulée Une théorie critique pour l'Anthropocène. Ont obtenu un doctorat en sciences de la Terre. Lionel Benoît, sous la direction aussi de Grégoire Marietto, avec une thèse intitulée High Resolution Stochastic Modeling of Local Rainfields. Leonardo Colaviti, sous la direction de György Hetényi, avec une thèse intitulée Converted Wave Tomography, Developing a New Inversion Method for 3D Crustal Shear Wave Velocities with Application to the Central Alps. Teresa Gracchi, sous la direction de Michel Jaboyedov, en co-tutelle avec l'Université de Florence, sous la direction de Claudia Madiai, avec une thèse intitulée Wireless Sensor Networks for Landslide Monitoring, Application and Optimization by Visibility Analysis on 3D Point Clouds. Mathieu Gravé, sous la direction de Grégoire Marietto, avec une thèse intitulée Multiple Point Geostatistical Approaches to Spectrally Enhanced Satellite Imagery. Daniel Kiss, sous la direction de Stefan Schmalholz, avec une thèse intitulée On the Thermomechanics of Ductile Strain Localization in the Lithosphere and New Steps Towards a Nap Theory of the Helvetic Alps. Katharina Margor, sous la direction de Lukas Baumgartner, avec une thèse intitulée Investigation of Metamorphic Processes by Detailed Petrology and Stable Isotope High Resolution SIMS Analysis. Filippo Mille, sous la direction de Pietro de Anna,
avec une thèse intitulée Filtration by Heterogeneous Porous Materials. Iris Schöllhorn, sous la direction de Carl Fölmi et la codirection de Thierry Haddad, avec une thèse intitulée Climatic and Environmental Changes During the Early Jurassic, a comparison between the Wessex, South German and Lombardian basins. Richard Spitz, sous la direction de Stefan Schmalholz, avec une thèse intitulée Three-Dimensional Thermomechanical Numerical Modeling of Fold and Thrust Nap Stacking with application to the Helvetic Nap System in Western Switzerland. Nadia Stalder, sous la direction de Frédéric Herrmann, avec une thèse intitulée Interactions between Tectonics, Climate and Erosion, a case study of the Central Andes using low-temperature thermochronology. Shiba Subedi, sous la direction de György Hetenyi, avec une thèse intitulée Seismology at School in Nepal, building an operational low-cost seismic network to establish an educational seismology program. Veran Wisniewicz, sous la direction de Frédéric Herrmann, avec une thèse intitulée Reconstructing Climate Patterns in Europe during the LGM from Inversions of Past Ice Extents. Je félicite donc tous les doctorants et bravo! Un prix de la faculté est attribué à Benjamin Gardet pour son remarquable mémoire de master intitulé « Du changement climatique à la crise écologique, apport ontologico-existentiel du buen vivir et de la Terror Management Theory ». Un travail réflexif, riche et subtil, ancré dans le respect des cultures des peuples premiers et qui cherche à dépasser le réductionnisme climatique sans jamais minimiser les enjeux du réchauffement de la planète, en se servant de la philosophie du buen vivir et de l'économie existentielle pour ouvrir des horizons pratiques inédits de changement de nos modes de vie. Cher François, nous te félicitons pour la finesse et la rigueur argumentative de ton interprétation de la philosophie d'Arnès. Tu as réussi de manière originale à asseoir l'enjeu politique de son ontologie et à esquisser les contours d'un véritable et ambitieux projet de recherche. Bravo à toi. Cher Laure, au nom de la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL, je tiens à te féliciter chaleureusement pour ton étude très fouillée de la gouvernance touristique du site Lavaux Vignoble en Terrasse, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ton étude systématique et méthodologiquement très bien étayée a permis d'obtenir des résultats qui sont actuellement utilisés par l'association Lavaux Patrimoine Mondial dans le cadre de sa révision du plan de gestion du site inscrit à l'UNESCO. Toutes mes félicitations. Je félicite Elisa Autenried qui a investigué les transferts de savoir entre les paysans Swazi au royaume d'Eswatini après l'intervention d'un projet de formation en permaculture. Son mémoire démontre comment les réseaux de femmes, notamment les groupements d'épargne, servent à faciliter le transfert de connaissances sur les bonnes pratiques agriculturelles. En appliquant une méthodologie rigoureuse, Elisa Autenried a produit un mémoire de haute qualité riche en données, descriptions et analyses. Bonjour Floriane, donc félicitations pour votre excellent mémoire qui est une recherche transdisciplinaire remarquablement articulée et qui a redonné, on va dire, tout son sens à la citation de Lacoste, comme quoi la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Vous avez utilisé une démarche interprétative pour rendre compte de l'espace public comme un champ de bataille matériel et idéologique. Vous avez révélé avec finesse les stratégies et les tactiques des différents acteurs impliqués. Vous avez également esquissé des lignes directrices permettant de diminuer l'intensité des hostilités à défaut d'arriver à une paix durable. Alors que cette montgolfière contribue à votre bonne chance et à un envol professionnel aussi heureux qu'il puisse l'être. Pour son travail sous le titre Downstream Floodplain Ecosystem Response to the Combined Impacts of Hydropower Intakes and Mountain Torrents, David Collet obtient un prix de la faculté. David Collet a été un étudiant exemplaire tout au long de ses études à l'UNIL. Son mémoire se distingue par une grande rigueur scientifique,
une maîtrise d'une large gamme de méthodes de pointe et un fort engagement avec un problème actuel de gestion de la force hydraulique dans les Alpes suisses. Comme vous voyez par le titre, il a aussi l'écrit en anglais avec une qualité d'écriture exceptionnelle. Marcela Bustillo Sanchez reçoit le prix de la faculté pour son mémoire intitulé Wildfire Susceptibility Mapping Based on Random Forest, notamment pour l'excellence de son travail scientifique, sa grande originalité, sa contribution importante dans le champ scientifique et particulièrement dans le développement des méthodes quantitatives innovatrices provenant du domaine de la science de données appliquées à la science géo-environnementale. Les précieux résultats que Marcel a obtenus se sont révélés d'une grande utilité pour l'évaluation du risque d'incendie en Bolivie. Pour son mémoire intitulé Sequestering CO2 in Agricultural Soils, Assessing and Modeling the Carbon Sequestration Potential in Arable Topsoil, canton de Vaud, Switzerland, Xavier Duplat reçoit un prix de la faculté. Cette remarquable investigation a permis d'évaluer les capacités de stockage de carbone dans les sols du canton de Vaud et les potentielles méthodes à mettre en œuvre pour leur optimisation. Fruit d'une approche scientifique rigoureuse, ce travail constitue un exemple à suivre en vue d'une gestion raisonnée et durable des plans climat cantonaux. Pour son travail de recherche de master sous le titre de Distal Zinc Lead Silver Scar Mineralization at Santander, Central Peru, Jean-Paul Bourgoin obtient un prix de la faculté Géosciences et Environnement. C'est un travail remarquable qui se situe à l'interface entre la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des ressources minérales. En utilisant une approche à la fois classique et originale, cette étude marque par sa maturité scientifique. Félicitations Jean-Paul. Au docteur Valérian Geffroy pour sa thèse de doctorat intitulée « Les spatialités qui engagent et qui lient le tourisme sportif de nature et ses communautés de pratique » qui propose une analyse géographique de 3 pratiques sportives, l'escalade, le parapente et le kayak. Cette thèse brillante articule les dimensions épistémologiques, théoriques, méthodologiques et empiriques pour démontrer l'importance des savoirs spatiaux tels que la topographie, l'orientation, la localisation, la distance, dans la mise en œuvre de modes de vie d'une part et d'autre part de pratiques touristiques. La spatialité du corps comme pratique immersive dans l'environnement est également thématisée. Félicitations! Un prix de faculté est attribué à Monica Serlavos pour son travail remarquable sur l'énergie citoyenne, un objet scientifiquement sous-étudié en Suisse romande. Monica Serlavos a mené un travail structuré et complet, à mon sens impressionnant, jusqu'à inclure la mise en œuvre d'un outil collaboratif concret permettant d'identifier ces initiatives. Son travail de thèse témoigne en plus de sa grande qualité méthodologique et scientifique d'une volonté constante de mettre cette recherche-action au service de ce réseau d'actrices et d'acteurs et en réitérant des discours entre théorie et pratique. Sur ce dernier point encore, elle a pris soin de bien différencier les casquettes en produisant une courte postface non incluse dans la conclusion pour délimiter le sens de son engagement, sa volonté de mettre, comme elle le dit si joliment, son énergie personnelle au service aussi de ce réseau-ci. Dans un contexte où la recherche scientifique est fortement soutenue par les mouvements de marche pour le climat, où le nombre de scientifiques d'y engager ne cesse de s'afficher de plus en plus au grand jour, c'est aussi à ce titre que je salue son mérite et félicite vraiment Monica Serlavos. Un prix de la faculté est attribué à Filippo Miele pour son travail remarquable. Il a développé un nouveau cadre théorique pour la compréhension, la description et la prédiction de la filtration par les milieux poreux hétérogènes, qui sont caractérisés par leur nature multi-échelle. Filippo a aussi validé ce cadre théorique en développant et en utilisant des nouvelles procédures expérimentales et numériques pour l'observation directe de ce phénomène et des processus qui le régissent à travers plusieurs échelles spatiales et temporelles. Ce travail constitue une contribution notable pour la physique statistique et pour les sciences de l'environnement. Congratulations Filippo. Aujourd'hui, chère Nadia, j'ai le plaisir de te féliciter pour cette formidable thèse de doctorat. Le jury de thèse a estimé que ton travail sur les liens qui existent entre la tectonique, l'érosion et le climat méritait amplement une telle nomination. Le jury a notamment reconnu à l'unanimité la qualité, la rigueur, le volume et la profondeur de ton travail. Nous pensons aussi que tu es la première à avoir produit en une seule thèse
une analyse du couplage entre la tectonique, l'érosion et le climat à l'échelle d'une chaîne de montagnes comme les Andes. Tu as également utilisé des nouvelles méthodes et des méthodes numériques sophistiquées et surtout participé à un débat intense en sciences de la Terre. Alors, au nom du jury de thèse et comme ton directeur de thèse, je ne peux que me réjouir de ton succès et te souhaite une très belle réussite pour le futur de ta carrière. Encore une fois, chères étudiantes et chers étudiants, je vous félicite pour votre réussite et vous souhaite un magnifique avenir. J'espère que, comme nous, vous avez passé une excellente soirée. Prenez soin de vous et restons prudents.